Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. La prééclampsie touche environ 15 000 femmes par an en France. Il s'agit d'une complication de la grossesse sérieuse et soudaine qui résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Cette complication peut arriver à n'importe quelle femme, quelle que soit la grossesse. Gladys, alors qu'elle vivait une grossesse de rêve, a été victime d'une prééclampsie compliquée d'un Rett syndrome. Elle nous raconte comment, le 25 mai 2021, tout a basculé. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 28 ans, j'habite à Rennes avec mon mari Quentin et mon fils Malo qui a bientôt 20 mois. Et aujourd'hui, je suis ici dans le podcast Parents inspirants pour vous parler de mon parcours de maman d'un petit garçon prématuré et aussi mon parcours post-pré-éclampsie HELP syndrome. Voilà, c'est un peu les deux choses autour desquelles je vais axer mon parcours de maman aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse d'être ici pour vous le partager. Merci Jenny. Alors, moi, j'ai découvert ma grossesse au tout début novembre 2020. Donc voilà, une grossesse après qui s'est très bien déroulée, malgré des tout petits doutes au début de la grossesse qui se sont vite dispersés. Voilà, une grossesse qui s'est très bien déroulée. Je peux vraiment dire que j'ai vécu une grossesse de rêve. J'avais à part les mots de début de grossesse, peu de mots qui ont subsisté justement. Moi, le deuxième trimestre s'est super bien passé. Voilà, j'ai fait une entrée furtive dans le troisième trimestre qui s'est bien passé aussi. Néanmoins, voilà, j'avais un petit peu de fatigue quand même qui s'accumulait sur la fin du sixième mois. Et donc en fait, le 25 mai 2021, à 7 mois de grossesse, c'est là que tout a basculé. Voilà, j'ai accouché de mon fils à 7 mois de grossesse, donc c'est-à-dire 32 semaines plus 4 jours, suite à une pathologie de grossesse que j'ai développée qui s'appelle la prééclampsie et notamment une complication de cette pathologie de grossesse qui s'appelle le HELP syndrome. Donc voilà, cet accouchement était tout sauf prévu. Il faut savoir que encore une fois, voilà, moi, ma grossesse s'était très bien déroulée. J'ai été suivie par ma médecin traitant que je voyais une fois par mois. Je m'étais inscrite à la clinique dans laquelle je souhaitais accoucher à Rennes très rapidement. Donc voilà, je vivais toute ma grossesse sereinement. J'ai fait de l'autonomie pour faire mes cours de préparation à l'accouchement. Voilà, j'étais très bien, sauf que bon, à partir du sixième mois de grossesse, la dernière fois du coup que je devais voir ma médecin traitant avant de finir mes rendez-vous de fin de grossesse justement à la clinique, eh bien lors de ce pseudo dernier rendez-vous, puisque finalement c'était pas le dernier, j'avais fait un tout petit peu de tension, donc j'avais quoi, peut-être 13,8 au lieu de 12,8, donc voilà, c'était vraiment pas non plus très alarmant. Néanmoins, ça a fait tiquer momentanément ma médecin qui m'a dit, bon voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, alors que bon, hormis cette toute petite tension quand même qui augmente, et cette grossesse qui se déroule bien, je vais vous dire quand même quelque chose, c'est qu'un jour, si jamais vous avez une douleur au niveau de la poitrine, vous foncez aux urgences. Bon, ça a été un peu radical dans un rendez-vous qui se passait pourtant bien. Bon, effectivement, j'avais un petit peu de tension et je commençais à être fatiguée, mais mis à part ça, elle m'a même pas dit en fait pourquoi elle m'avait prévenu, enfin, pourquoi elle m'avait dit cette petite remarque. Donc bon bah je repars du rendez-vous, tout se passe très bien. Je commence à être quand même très très fatiguée durant le dernier mois. Enfin, ça a été mon dernier mois, mais ça a été du coup le sixième mois de grossesse. Donc je suis très fatiguée, donc je continue en télétravail chez moi. Je fais des siestes qui se répètent de plus en plus quand même dans la journée. Je retourne la voir en me disant que je suis très fatiguée. Elle m'arrête 2, 3 jours, mais elle décide de pas m'arrêter.
elle disait que voilà, j'arriverais jusqu'à l'arrêt pathologique qui était 15 jours avant l'arrêt théorique de travail. Et sinon, voilà, tout allait bien. Elle voulait pas m'arrêter, donc je suis repartie chez moi. Suite à cet arrêt de travail de 2, 3 jours, je commençais à être vraiment fatiguée, effectivement. Mais voilà, je reprends le travail, puis je fais un week-end avec ma famille à Saumur. On est à 2 heures de Rennes, parce que voilà, on voulait pas s'éloigner en fin de grossesse de l'endroit où je prévoyais d'accoucher. Et en fait, à la fin de ce week-end, j'ai d'intenses maux de tête qui ne passent pas avec un Doliprane. Et effectivement, bon, moi, d'une nature très migraineuse, hormis la grossesse, durant laquelle je n'avais vraiment plus du tout de maux de tête, ça m'a pas alarmé plus que ça, mais est venu à s'ajouter à cela un autre symptôme du coup de la pathologie de grossesse que j'ai développé. Donc une énorme douleur au niveau de la poitrine. Donc en fait finalement ce dont m'avait prévenu la médecin qui me suivait. J'ai eu cette fameuse barre épigastrique, donc c'est-à-dire que c'était une douleur très intense, enfin, foudroyante dans la poitrine, qui faisait que en fait euh, j'avais l'impression que j'arrivais pas à digérer ce que j'avais mangé le midi. J'ai été même obligée de me faire vomir pour la première fois de ma vie. J'étais vraiment très mal, au plus mal. J'arrivais pas à me coucher et m'endormir plus de 30 minutes. Euh, donc ça, c'était au moment du soir, quand on était rentré chez nous, quand on était rentré de week-end. Donc avec mon mari, on se demandait si on devait appeler la clinique et en même temps, on se disait, bon, je vais prendre un rendez-vous chez ma médecin le lendemain et puis voilà, on va faire comme ça. Donc la nuit se passe, je vais chez ma médecin le lendemain matin. J'avais même plus cette douleur de barre épigastrique. Et en fait, donc je voulais même annuler le rendez-vous. Mais en fait, non, heureusement que je l'ai maintenu parce que quand je suis arrivée là-bas, elle a vu que ma tension montait quand même. Là, j'étais arrivée à plus de 16. Bon, j'étais en panique totale, je pleurais, je savais pas ce qui m'arrivait et en même temps, bah voilà, elle savait pas si j'avais de la tension parce que j'étais complètement paniquée ou parce que voilà, je développais quelque chose de plutôt négatif. Et en fait, voilà, dans tous les cas, elle m'a dit, bon, j'aimerais vous faire passer des tests complémentaires dans la clinique dans laquelle vous avez prévu d'accoucher. Donc, moi, je laisse pas une femme enceinte repartir avec cesse de tension. Vous allez aller faire un tour chez mes confrères. Donc, me voilà partie à la clinique à laquelle j'avais prévu d'accoucher. Et donc voilà, je pensais juste rester quelques heures, faire un bilan et repartir, quitte à y revenir régulièrement pour contrôler la tension et du coup bah, les urines. Mais finalement, bon, ils m'ont gardée et en fait, 3, 4 heures après, j'accouchais, non pas dans cet hôpital-là, mais dans un autre. Voilà, donc ça, c'était le 25 mai 2021, le jour des 32 semaines plus 4 jours, jour durant lequel j'ai accouché de mon petit Malo qui va maintenant très bien. Voilà, donc je suis arrivée à la clinique de Rennes dans laquelle j'avais prévu d'accoucher. Et là, je passe des examens, tension, bandelette urinaire, prise de sang. Je passe également une échographie, bah, les échos Doppler. Et en fait, alors qu'on pensait que tout allait se résorber, et ben en fait non, je voyais les médecins un à un défiler dans ma chambre qui me disaient que non, là ça allait plus du tout, mais vraiment ça a été assez bref. Il y a une sage-femme qui est venue prendre ma tension à un moment donné et qui m'a dit que voilà, j'allais rencontrer probablement mon bébé plus tôt, que ça allait être une histoire de jours. Je me disais, ok, je suis prête à accoucher un mois en avance. Dans ma tête, inconsciemment, j'avais très hâte de rencontrer ce bébé. Donc je me disais, yes, super, enfin vraiment, totalement inconsciemment. Maintenant, ça serait pas du tout le cas, je serais totalement paniquée. Mais voilà, à cette époque-là, j'avais aucune conscience de ce que serait la prématurité déjà. Je savais déjà peu ce qu'impliquait ce mot. Et en fait, voilà, cette sage-femme me dit, en prenant ma tension, finalement, madame, vous n'avez pas accouché en quelques jours, mais c'est plutôt dans quelques heures, c'est pour aujourd'hui. Et là, je suis montée à 18, même plus, je sais même plus très bien combien exactement. Mais elle m'a dit ça en me disant que voilà, mes résultats, ils étaient pas bons du tout, que j'avais mon foie, mes reins qui ne fonctionnaient plus du tout, j'avais les plaquettes au plus bas. Et en fait, voilà, maintenant, avec les souvenirs, je me dis qu'elles ont même parlé tout de suite de HELP syndrome. Donc alors ça, je savais encore moins ce que c'était. Mais voilà, on me disait,
vous avez un HELLP syndrome, un HELLP syndrome. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une complication de la prééclampsie. Et alors voilà, quand on m'a dit prééclampsie, je me suis dit prééclampsie égale pathologie de grossesse. Je connais ce mot, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. Néanmoins, pour moi, ça se soignait, c'était maîtrisable. Donc voilà, j'ai fait confiance au corps médical. Là encore, totalement inconsciemment sur une autre planète, j'étais vraiment livrée à eux et vraiment en toute zénitude, si je puis dire. J'étais vraiment très zen. Ils s'en souviennent encore d'ailleurs quand je les recroise à la clinique, ils se souviennent de moi pour ça. Voilà, donc on m'a dit, écoutez madame, là, le SAMU va venir vous chercher, il faut absolument que vous alliez à l'hôpital, vous allez être pris en charge dans une maternité niveau 3. Nous, on peut pas vous faire accoucher ici, parce que voilà, on n'est pas habilité à recevoir des bébés prématurés de moins de 34 semaines. Mais voilà, vous allez être prise en charge par le SAMU. Donc il y a 5 6 personnes qui sont venues me chercher en trombe dans l'hôpital et qui m'ont transférée au CHU de Rennes où j'ai accouché du coup 2 heures plus tard, en m'expliquant que voilà, ça allait être sous anesthésie, que ça allait être une césarienne. Alors moi je disais oui à tout. Je pensais même que ce serait une anesthésie générale. Je me disais ok, pas de problème. Enfin voilà, pour moi la finalité c'était qu'il fallait qu'ils sortent le bébé et qu'il soit en bonne santé. Donc voilà, effectivement d'ailleurs c'est les termes que eux ben, que eux me disaient en fait que ils étaient obligés là, ils n'avaient pas d'autre solution pour ma santé que de me faire que de sortir le bébé justement, donc de me faire accoucher parce que voilà, dans mon cas c'était un accouchement pour sauvetage maternel parce que ma santé était vraiment en danger. Donc c'est comme ça que j'ai accouché 2 heures après au CHU de Rennes à 17h16 exactement de mon petit garçon. J'ai accouché finalement sous césarienne d'urgence, hein, mais sous rachi-anesthésie et non pas sous anesthésie générale. Et, euh, et tout s'est très bien passé, vraiment. Ça a été un accouchement qui s'est vraiment bien passé. Enfin, je me souviens de tout. J'ai eu une chance énorme parce que déjà, c'est vrai qu'ils avaient attendu un petit peu de voir mon bilan, surtout mon bilan des plaquettes, pour voir si elles descendaient pas trop. Et en fait, elles étaient assez stables et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette césarienne sous rachi-anesthésie qui s'est très bien passée. Donc voilà, déjà, je me sentais chanceuse de pouvoir assister au moment, même si c'était pas dans les conditions prévues. Bon, moi, à 7 mois de grossesse, j'avais pas non plus fait, vous savez, le petit plan de comment j'allais vouloir accoucher, dans quelle position, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai vu mon bébé pour la première fois et ensuite, bah moi je suis partie en salle de réveil, mais j'ai pu quand même lui faire un tout petit bisou et passer en fait en lit dans la salle où il lui faisait ses premiers soins avec mon mari. Mon mari qui a d'ailleurs pu assister à l'accouchement, donc ça c'était aussi bah, très bien quoi, vraiment j'en suis très reconnaissante. Voilà, donc j'ai rencontré mon petit garçon à ce moment-là et après, moi, je suis restée 5 6 heures en salle de réveil. Et puis, j'ai pu faire un premier pot à pot quand j'étais moi en lit et lui branché de partout dans les couloirs de la néonate soins intensifs du CHU de Rennes parce que mon lit ne rentrait absolument pas dans sa chambre qui était une toute petite chambre, la chambre 18, je me souviens. Donc voilà, notre première vraie rencontre, ça a été quand même ce moment de peau à peau qui a duré, je saurais même pas dire combien de temps, parce que j'étais quand même, je pense, en état de sidération sur ce moment-là, et du coup, j'étais pas vraiment maître de mes émotions ou de quoi que ce soit. Voilà, j'avais mon enfant sur moi, mais en toute honnêteté, heureusement qu'il y a des photos de ce moment-là, en fait, parce que je m'en souviens pas très bien, enfin, je m'en souviens pas. Donc c'était assez lunaire, cet accouchement, puis cette première rencontre. Pour avoir discuté avec différentes infirmières puéricultrices, justement, on parle beaucoup de cette sensation d'avoir différentes premières rencontres avec son bébé. Effectivement, moi, ça a été le cas, hein. Il y a eu ce premier bisou furtivement lors de la césarienne. Il y a eu le moment où on a pris la photo tous les trois dans la salle où il recevait ses premiers soins. Mais bon, il était allongé complètement amorphe sur une petite table. Enfin, moi, c'était en voyant cette photo maintenant, elle m'effraie un peu. Ensuite, voilà, il y a eu cette première rencontre vraiment où j'étais en peau à peau avec lui, où on s'est touché et qui était très sympa malgré tout, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs.
Et, euh, et donc voilà, après moi je suis retournée dans ma chambre, avec mon mari qui a pu aussi rester dormir avec moi sur cette première nuit. Donc j'ai commencé à tirer mon lait, alors deux, trois gouttes dans une espèce de petite pipette. Et voilà, c'était parti pour la routine néonate, soins post-accouchement de mon côté, prise de tension, les piqûres antiphlébites, enfin voilà, toutes ces petites choses enfin, ont fait que notre quotidien après a été assez rythmé par tout un tas d'examens de mon côté et de visites en néonate de notre fils Malo. Et donc voilà, moi j'étais au même étage que lui, ma chambre était au deuxième étage, donc c'était assez facile d'aller le voir. Et ça aussi, je me dis que c'était vraiment une chance quoi, de pouvoir être à proximité, même si effectivement, moi, dans le service maternité où j'étais, j'entendais tous les bébés pleurer dans les chambres des autres. Parfois, on se faisait cette petite remarque avec mon mari qu'on entendait les bébés des autres et qu'il n'y avait pas le nôtre. Mais voilà, je crois qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter et que du coup, à ce moment-là, en fait, on se rendait pas vraiment compte non plus dans la situation dans laquelle on était. Et pour nous, tout était normal, quoi. La mise en place de l'allaitement avec le tire-lait, la routine pour stériliser les tétrelles, tout ça. Enfin, ça a été vraiment notre quotidien auquel on s'est fait assez rapidement parce que, en fait, on est rentré dans un espèce dans une bulle, dans un monde à part et on était un peu déconnecté de la réalité, surtout moi, il faut le dire. Euh, donc voilà, ça a été les premiers jours comme ça, des visites en néonat où là, pour le coup, ma première vraie rencontre, je pense, avec mon fils où je me suis sentie maman. C'est ce que je dis souvent, ça a été en fait le lendemain de mon accouchement, le 26 mai du coup. En fait, voilà, une fois que moi j'avais fini mes petits soins du matin, j'avais été voir mon fils dans sa chambre. Mon mari m'avait poussé, du coup j'étais en fauteuil encore à ce moment-là. Donc j'étais toute fière de lui apporter son premier doudou. On avait pris des photos juste avant que j'aille dans la chambre, donc tout sourire, on était trop contents. Et en fait, je me suis complètement décomposée en le voyant dans cette chambre qui était toute bleue avec les soins de photothérapie qu'il recevait parce que voilà, il avait fait une petite jaunisse à la naissance. Donc à ce moment-là, en fait, je l'ai vu branché de partout, le cathéter, les sondes diverses, les tubes enfin les fils pour qu'il respire tout simplement et les différents capteurs. Et ben voilà, à cela s'ajoutaient les lunettes. Donc alors vraiment là, moi je voyais plus rien de son corps. Il était totalement caché et ça nous a vraiment choqués, je pense surtout moi, de le voir dans cet état-là. Et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis sentie maman parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne sa douleur, qu'il fallait que je prenne tout ça parce que je trouvais ça totalement injuste qu'ils vivent déjà autant de soins à son si jeune âge et en faisant à peine 2 kilos. Donc voilà, ça a été un peu le premier moment marquant. Puis après, sinon, s'en est suivi 26 jours d'hospitalisation euh, qui se sont très bien passés. En fait, on a eu quelques petits examens parce que parfois on avait des doutes sur un souffle au cœur ou des doutes voilà qui se sont résorbés quand on a fait différentes échographies mais sinon voilà tout s'est bien passé au niveau de la mise en place de l'allaitement justement la première mise au sein s'est faite je me souviens tout début juin donc c'était peu de temps après l'accouchement. Malo a tété tout de suite, enfin c'était que du bonheur quoi finalement. On était tellement bien entourés par les équipes soignantes et par notre famille aussi à l'extérieur qui était sur place à Rennes momentanément et qui nous soutenait beaucoup, qui essayait de nous faire un peu nous raccrocher au monde extérieur, que du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. On savait aussi qu'il y avait une chambre qui nous attendait normalement à la clinique dans laquelle je devais accoucher initialement. Voilà, une chambre maman-enfant, une chambre de l'unité kangourou, comme ils appellent ça, qui nous attendait voilà, quand Malo aurait plus de 34 semaines et qui serait un peu plus autonome au niveau de l'alimentation. Donc en fait, très vite, on a fait du coup les 10 premiers jours à l'hôpital de Rennes, où moi j'étais hospitalisée, puis je suis sortie au bout de 5 jours. Puis Malo, lui, est resté encore 5 jours de plus avant de rejoindre justement cette clinique où du coup on a été réhospitalisés tous les deux, mais parce que
parce que voilà, moi j'étais dans sa chambre finalement, moi j'étais plus hospitalisée, j'avais juste mes injections journalières en fait en anti-flévite, mais sinon, à part deux, trois bilans de tension que j'ai fait à la nouvelle clinique, finalement, j'ai pas eu plus de soins que ça. Néanmoins, j'étais quand même contente d'être là-bas parce qu'elles se sont super bien occupées de moi aussi, en fait, les infirmières puéricultrices, les pédiatres nous expliquaient bien la situation et notamment sur l'allaitement, c'est vrai que j'ai eu plein de bons conseils, plein de soins en fait qui m'ont été prodigués et qui voilà, qui ont fait en sorte que mon postpartum de maman prématurée se passe au mieux. Donc j'en suis très reconnaissante et je me rends compte vraiment de la chance que j'avais de pouvoir être dans cette unité kangourou comme ils appellent. Euh, donc voilà, on a passé encore 15 jours là-bas dans cette nouvelle clinique. Puis voilà, Malo commençait à être autonome sur un certain nombre de choses. Donc on voit chaque petite évolution, on voit quand on retire la sonde, quand on passe bah ouais, au berceau chauffant, et puis après on enlève justement la plaque chauffante du berceau, on enlève les capteurs. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui nous rapprochent de la sortie. Il y a le dernier bain aussi, qui est un peu un moment où on se dit waouh, ah oui, donc c'est vraiment la sortie là. Euh, voilà, donc c'était ça aussi, c'était un moment hors du temps parce qu'on était tous les trois, parce qu'en fait mon mari restait aussi avec nous très souvent dormir, tous les trois dans cette petite bulle qui était la chambre maman-enfant, enfin de l'unité kangourou de la clinique de Rennes. Euh, voilà, donc le rituel là-bas c'était plutôt enfin, nos moments jour-nuit étaient plutôt rythmés là-bas par les pesées tétées, par les changes. Enfin, en fait, voilà, il y avait tout un rituel qui était toutes les 3 heures, je crois, de jour comme de nuit, pour alimenter notre fils. Il fallait d'abord, du coup, lui changer la couche, le peser, le mettre au sein quand il commençait véritablement à téter et qu'il avait plus besoin d'être alimenté par la tulipe, comme ils appellent ça. Ensuite, il fallait le repeser pour savoir combien il avait pris. Alors, c'était toujours un petit peu le suspense. Des fois, on faisait même des paris avec les infirmières. Et, par exemple, à un moment donné, Malo devait prendre que 30 grammes par repas. Bah, il en avait pris 100. Et ça a été vraiment dans les mémoires. Donc voilà, en fait, on se raccrochait à des petites victoires quotidiennes comme ça. Et voilà, nous, il y a eu des moments où, effectivement, on sentait que c'était un peu long quand même, ce quotidien enfermé, même si on pouvait se relayer entre le papa et moi pour être auprès de notre enfant et qu'il y en ait un des deux qui souffle en faisant des petites balades à côté de l'hôpital, et ben voilà, il y a eu des moments où c'était un peu long, on voyait pas trop le bout, mais bon, on a quand même eu seulement 26 jours d'hospitalisation versus des familles qui, je le sais, ont beaucoup plus de semaines d'hospitalisation et pour qui le parcours est plus en dents de scie. Donc voilà, c'est pour ça que ce témoignage et mes mots paraissent très positifs et sur un certain nombre de choses. Voilà, si je le dis comme ça, c'est parce que j'ai envie de partager ça avec vous et que pour nous, effectivement, on a eu vraiment beaucoup de chance, en fait, mais on le ressent et ce qui n'a pas été le cas pour des familles même qu'on a dans notre entourage proche. Voilà, donc en fait, le parcours en néonat s'est très bien passé et on a pu rentrer à la maison au bout d'un mois finalement. Donc après, c'était le quotidien avec un petit bébé, mais finalement, effectivement, mis à part le fait qu'on faisait très très attention au port du masque quand quelqu'un était enrhumé, qui voulait venir voir Malo, ou se laver les mains 2 fois plus qu'outre-mesure, que se laver les mains 2 fois plus qu'à la normale. Voilà, il y avait plein de petites choses comme ça, enlever les chaussures, faire vraiment très attention à ne pas transférer les microbes à notre fils. Bon, on était quand même aussi sur une période estivale, mais voilà, ça restait une période Covid qui était assez particulière et qui nous rappelait qu'on faisait encore plus attention du fait qu'on était avec un nouveau-né prématuré qu'un nouveau-né qui serait né à terme, quoi. Donc voilà, on a eu cette période d'entre-deux, mais pour nous, on a vraiment bien profité et on s'est dit que voilà, on avait un petit bébé et mis à part effectivement les nombreux rendez-vous de suivi qu'on avait et les piqûres et les vaccins supplémentaires aussi parce qu'il y a eu des vaccins qu'il a eu et que les bébés nés à terme n'en ont pas forcément. Bon voilà, il y avait quand même ces petites choses-là qui nous rappelaient qu'on était parents de préma. On s'est fait une routine où on était à la maison tous les trois. On avait
quelques visites de notre famille et de nos amis, mais ils ont vraiment bien respecté ce rythme et on les remercie d'ailleurs. Parce qu'on voilà, on a pu se familiariser aussi avec ce nouveau cocon qu'on connaissait pas tous les trois. Donc c'était chouette. On a vraiment pris le temps et du fait du congé paternité aussi rallongé, bon bah voilà, nous on a eu à la fois le congé pour hospitalisation du nouveau-né qui peut aller jusqu'à 30 jours, qui était allé jusqu'à 26 jours dans notre cas. Et ben voilà, on avait aussi le congé paternité qui s'est ajouté. Et donc effectivement, en fait, bah là, moi, j'étais pas toute seule à la maison avec mon fils. J'étais avec son papa et du coup, voilà, il a retravaillé un petit peu. C'était au moment de l'été, donc il est allé ponctuellement au travail, mais après, bien vite, il est revenu en congé et on a pu profiter quand même de ces premiers mois ensemble. On a fait nos premiers voyages en van tous les trois aussi. Enfin, c'était des moments formidables. Malo n'avait que 3 mois et on sait qu'on a quand même réussi à se faire des souvenirs de ces premiers mois qui n'étaient pas forcément associés à la prématurité. On essayait de se sortir un peu la tête de ça. Mais voilà, ça a été une bonne expérience globale. Bon, il faut savoir que quand même le quotidien était vraiment très très rythmé par des rendez-vous, hein. Il y a eu en tout sur sa première année de vie à Malo, on a eu des rendez-vous à peu près plus d'un rendez-vous par semaine mis sur toute la première année de vie de Malo. Donc il y avait quand même des semaines où j'avais 2, 3 rendez-vous, que ce soit pédiatre de ville, ces rendez-vous voilà de bébé, ou des rendez-vous par sa pédiatre pilote, parce que Malo est suivi par une pédiatre qui est spécialisée dans la prématurité, en fait, qui va le suivre jusqu'à 7 ans. Voilà, on avait des rendez-vous avec l'infirmière pour des prises de sang, pour contrôler le fer qu'il avait dans le sang. On avait, à un moment donné, il nous a fait une carence en zinc, qui est apparemment quelque chose qui peut justement être en lien avec la prématurité et aussi avec l'allaitement. Ça a été assez costaud. Bon, bah voilà, ça faisait des prises de sang supplémentaires. Les rendez-vous qu'on a eu pas mal, mais bon, qu'on n'a pas non plus outre mesure, c'était la kiné. Parce qu'on a fait de la kiné motrice pendant quelques mois. Alors au début, c'était un rendez-vous par semaine. Après, c'est passé à un rendez-vous toutes les 2 semaines. Mais je dirais que quand même, pendant 4, 5 mois, on en a eu toutes les semaines. Parce que une des séquelles que Malo avait de la prématurité, c'était justement des difficultés transitoires liées à son évolution motrice. Donc, c'est-à-dire que euh, du fait de l'accouchement et du fait qu'il soit né en avance, Malo, il était en hyperextension. Donc, c'est-à-dire que au lieu de se recroqueviller comme un bébé en position fétale, ben lui, Malo, par exemple, quand il était sur le ventre, il était un peu en coupole et il était totalement à l'inverse d'un bébé justement qui est enroulé. Bah, lui, c'était plutôt dans l'autre sens. Donc, on a dû beaucoup travailler dessus. On a dû faire beaucoup d'exercices, mais qui étaient vraiment faits, là encore, dans un contexte qui était très bienveillant, très bénéfique. Enfin, on savait que c'était une chance d'être entouré par des professionnels comme notre kiné, qu'on remerciera jamais assez parce qu'elle nous a donné des conseils, non pas sur la motricité seulement, mais aussi sur la diversification alimentaire, sur l'oralité. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses sur lesquelles elle nous a conseillé. Euh, donc voilà, on a dû travailler avec Malo des choses pour qu'il se retourne, pour qu'il se mette à quatre pattes, qu'il rampe. Enfin, voilà, il y avait du coup chaque petite étape qui prenait peut-être un peu plus de temps que pour un bébé né à terme. Mais encore que là, chaque bébé évolue à son rythme et donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc les premiers mois se sont bien passés. La première année de Malo a été ponctuée de rendez-vous enfin, qui étaient en lien avec sa prématurité. Euh, et moi, de mon côté, suite à la prééclampsie, à la digestion un peu de l'événement de l'accouchement quand même, qui s'est pas passé dans des conditions dans lesquelles elle devait se passer initialement, j'ai eu quand même une période un peu où j'ai broyé du noir, où j'étais vraiment pas bien quand même. Donc il y a eu quand même des noirceurs dans ce tableau, hein, vous, que je vous dépeins aujourd'hui, c'est-à-dire que au moment du terme initialement prévu pour la naissance de Malo, donc Malo devait naître le 24 juillet, il est né donc le 25 mai, 2 mois avant. Et bien là, à ce moment-là, j'ai commencé à ressasser beaucoup les événements.
liées à mon accouchement, liées à la pré-éclampsie, au HELP syndrome. C'est là que je me suis renseignée sur quand même ce que ça impliquait et de la chance aussi que j'ai eue, moi, de mon côté, d'être en parfaite santé, de m'en être sortie et d'avoir aussi un bébé vivant et en bonne santé. Donc voilà. Il y a eu cette peur de mourir, enfin voilà, cette sensation d'avoir échappé à la mort quand même qui était très présente quand je voyais des familles avec deux bébés ou quand je voyais passer le SAMU, enfin, je pouvais éclater en sanglots, on savait pas pourquoi, parce que voilà, je me projetais déjà dans le fait que j'allais jamais pouvoir vivre une deuxième grossesse sereinement, donc je faisais un peu une croix sur ma famille avec plusieurs enfants. Il y avait voilà, cette peur d'une nouvelle grossesse, cette noirceur dans ce tableau et je me sentais vraiment pas bien, donc j'ai pris contact à ce moment-là, ça a été super bénéfique. J'ai pris contact avec l'asso Grossesse Santé contre la prééclampsie, qui est une asso du coup qui fait de la prévention auprès des femmes enceintes et auprès des femmes qui ont vécu des prééclampsies, qui fait de la recherche aussi, qui soutient la recherche avec des bourses, qui fait plein d'événements pour sensibiliser à cette pathologie. Voilà, il y a un site internet d'ailleurs qui est très bien fait, qui présente un petit peu tout ça. Voilà, donc moi j'ai trouvé sur les réseaux sociaux en lisant un témoignage d'une femme qui a vécu sensiblement la même chose que moi, mais j'ai trouvé ça incroyable à ce moment-là. Je me suis dit waouh. Donc en fait, il y a d'autres femmes que moi qui ont vécu ça. Je me souviens que ça a été aussi à ce moment-là que j'ai dû voir le compte Instagram d'Anne-Sophie, qui est une très bonne amie maintenant, que je salue, qui a écrit L'heure de la cigogne, un livre témoignage sur la prématurité, et qui, pour la petite anecdote, s'est déroulé dans le même hôpital que moi. Voilà, il y a eu deux petits signaux de la vie qui se sont passés pour moi sur les réseaux sociaux, sur lesquels je passe beaucoup de temps, du fait de mon métier aussi. Voilà, donc j'ai pris contact avec l'asso Grossesse Santé que j'avais découvert via le témoignage. J'ai pris contact aussi avec Anne-Sophie en lui disant que j'avais très hâte de lire son livre parce que son vécu de la prématurité, je m'y reconnaissais totalement aussi. Donc voilà, en fait, j'essayais de prendre des ressources, de m'identifier à des gens qui avaient vécu la même chose que moi, plus ou moins de la même manière que moi. Et je me disais, moi, je pense que là, je peux être comprise et comment je pourrais m'en sortir, en fait, du fait de ressasser en permanence ce qui s'est passé et du fait d'avoir peur de tomber enceinte, d'avoir peur même d'interagir avec des femmes enceintes, enfin, voilà. Donc j'ai eu Béatrice de l'association Grossesse Santé qui s'occupe des adhérentes et qui m'a dit, qui m'a partagé son ressenti, qui a écouté mon témoignage. Et ça m'a fait beaucoup de bien déjà de me livrer à quelqu'un. Et en fait, elle m'a dit, bon bah, moi, je te conseillerais pourquoi pas, faire des séances de MDR pour justement essayer de traiter ce syndrome le stress post-traumatique. Donc, elle m'a dit, bon bah voilà, d'une part, je te conseille ça, et puis d'autre part, c'est vrai que j'avais des questionnements par rapport à ma reprise du travail dans lequel je trouvais plus aucun sens, travail que j'ai quitté depuis d'ailleurs. Voilà, donc elle m'a dit, bon, écoute, reprends avec légèreté aussi ton travail, trouve des projets qui te plaisent à côté, qui ont du sens pour toi. Donc, tout simplement, pour moi, ça a été le fait de m'investir par ailleurs dans cet asso dans lequel je suis membre active maintenant aux côtés de Mélanie à l'antenne de Bretagne. Voilà, donc j'ai suivi ses conseils et je la remercie encore maintenant parce que j'ai pu faire justement des séances de MDR avec une psychologue à Rennes qui m'ont beaucoup aidée. Je crois que j'en ai fait 7. Et durant ces séances, voilà, j'ai pu parler de la prématurité, de la prééclampsie, de mon vécu. Et justement, on est allé plus loin que ça aussi. Vous pourrez aller voir sur Internet, il y a un site qui est super sur le MDR, justement, sur cette thérapie, qui peut, je pense, ne pas parler à tout le monde, hein, mais qui, moi, dans mon cas, m'a fait beaucoup de bien et que je recommande justement aux femmes qui ont vécu des choses similaires aux miennes. Donc voilà, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé, que ça a été révélateur pour moi et à la suite de ces séances, bah voilà, moi j'ai eu besoin d'écrire aussi, de partager mon témoignage. Donc avec l'asso Grossesse Santé, j'ai commencé à m'investir de plus en plus dans des actions de prévention que j'ai pu faire d'ailleurs dans l'hôpital dans lequel j'ai accouché et dans celui dans lequel j'aurais dû accoucher. Donc voilà, au quotidien, on essaye de mener des actions ponctuelles comme ça avec les membres de l'asso. On continue aussi à faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que je peux maintenant
faire en sorte que chaque femme enceinte de mon entourage sera prévenue des symptômes, que je vous invite à aller voir justement sur le site de l'asso Grossesse Santé contre la prééclampsie, parce qu'ils sont tous listés, il y a les facteurs de risque, il y a plein de choses sur la prééclampsie que vous pouvez voir là-bas, donc je vous conseille, c'est pas pour être alarmant, mais je conseille à toute femme enceinte d'aller quand même sur ce site. Donc, de prendre contact avec l'asso Grossesse Santé, ça m'a fait beaucoup de bien. De m'investir dans cet asso, ça a été encore mieux pour moi. Et j'ai commencé aussi à penser à un projet personnel que je pourrais mettre au profit de la cause de la prématurité ou de la prééclampsie ou du postpartum. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui venaient m'intéresser à ce moment-là. Donc voilà, j'ai cogité pendant quelques mois. Et au 1 an de mon fils, le 25 mai 2022, j'ai décidé de lancer une newsletter sur l'univers de la prématurité qui s'appelle Les Bêtises. Voilà, vous pouvez retrouver sur Instagram le compte Les Bêtises-bas prématurité, où j'ai un site internet aussi, sur lequel j'essaye de plutôt recenser plus que écrire du contenu. Je recense plein de choses qui existent sur la prématurité, des ressources écrites comme des livres, comme celui d'Anne-Sophie Clouet, qui s'appelle L'heure de la cigogne. Il y a aussi celui d'Aurore Pouget qui s'appelle Dans le ventre de la baleine bleue, qui ont été 2 témoignages aussi qui m'ont fait beaucoup de bien à lire. Il y a aussi des podcasts comme le tien, Jenny, et aussi voilà des articles scientifiques. Enfin, voilà. Le but, c'est de parler de la prématurité au grand public, à l'entourage des familles qui peuvent ne pas justement être au courant de ce que vivent les familles au moment du vécu de l'épreuve de la prématurité. Enfin voilà. Le but, c'est de sensibiliser à la prématurité, que ce soit du côté des familles de préma, mais également du côté des soignants. Et donc, c'est le travail que j'essaye de faire avec Les Bêtises, justement, qui est une newsletter qui sort tous les 15 jours, mais il y a aussi plein de projets autour de la prématurité que j'aimerais mettre en place, notamment lors de cette année 2023. Donc voilà, je vous invite à suivre tout ça. Et quant à moi, je vais justement essayer de canaliser mon énergie sur ce projet qui me prend beaucoup de temps, mais qui justement est salvateur aussi et qui, je sais, aide beaucoup de familles parce que j'ai beaucoup d'échanges quotidiens avec des personnes justement qui vivent ou qui ont vécu la prématurité. Donc, je les remercie aussi pour ces échanges d'ailleurs. Je remercie mon mari, forcément, ma maman, mon frère, enfin toute ma famille qui a été très présente, et ben, qui est toujours d'ailleurs auprès de mon fils, auprès de nous, et bien sûr les soignants qui nous ont entourés au CHU de Rennes et à la clinique de la Sagesse. Merci beaucoup et merci à toi, Jenny, de, euh, de recueillir mon témoignage aujourd'hui. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!